Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Pause Sportive. Premier épisode aujourd'hui de ce podcast et nous avons un invité exceptionnel, Monsieur Firmin Zoku. Pour la petite présentation, donc c'est un taekwondoïste ivoirien qui est champion du monde francophone, vice-champion du monde, plusieurs fois médaillé au championnat d'Afrique, vainqueur des Jeux africains. Tout ça, c'est dans la catégorie senior et aussi champion d'Europe et de France dans la catégorie master. Et à côté de ça aussi, bien sûr, ancien membre de l'équipe de la Côte d'Ivoire de taekwondo et aussi de l'équipe de France. Salut Firmin, c'est un honneur de t'avoir pour ce tout premier épisode. Comment vas-tu? Bien, bonsoir à tous et bonjour à tous et à tous. Euh, je suis très content d'être là. C'est un nouveau format. J'aime bien les choses qui innovent. Donc, je suis très content d'être le premier à être interviewé et poser les bases, poser les structures de ce qui va être plus tard. Donc, merci pour l'invitation. Merci Firmin. Je voulais aussi à côté remercier aussi Richard de la team Dracis TKD de nous avoir mis en relation. Pour l'anecdote, pour ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter, j'ai écouté un podcast de la chaîne Le Live Taekwondo et dedans tu participais, Firmin, et tu avais dit un mot, enfin une phrase qui m'a marqué, c'est ayez de l'ambition démesurée. Donc j'ai écouté ce conseil et je me suis dit il faut que du coup je crée mon premier podcast et je vais contacter Firmin pour le premier épisode. Et voilà, t'as accepté et je suis vraiment ravi. Ça a pas été difficile, hein, totalement. On s'est parlé rapidement et t'as accepté et ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il faut être dans cette optique-là. Ouais, et c'est ça. Du coup, on va pouvoir parler du coup de taekwondo aujourd'hui, qui est un art martial coréen pour ceux qui ne savent pas, et aussi de préparation mentale. Avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être compléter la courte présentation que j'ai faite, Firmin, pour celles et ceux qui nous écoutent? Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Peut-être des choses un peu plus récentes pour que les gens comprennent un petit peu la totale mesure de qui je suis et de ce que je fais. J'ai eu ma certification de préparateur mental parce que il y en a, il faut être certifié pour se dire préparateur mental. Parce que j'en profite, je l'entame tacle. Il y a beaucoup de gens qui se disent préparateur mental qui n'ont suivi aucun cursus, qui sont arrivés un jour et qui ont dit voilà, je suis préparateur mental. Et ces gens-là sont très très dangereux. Donc, si vous avez affaire à un Mm. préparateur mental, demandez toujours soit le diplôme, soit la certification qui montre que voilà, il a suivi un cursus, voilà, pour éviter le danger. Donc, je suis préparateur mental certifié depuis 2021, donc ça fait 4 ans maintenant. Je suis aussi instructeur de self-défense de l'école Budo Système Défense. Je tiens à préciser que la self-défense n'est pas un art martial, voilà, pour les détracteurs. Moi, le premier, hein. La self-défense n'est pas un art martial, c'est une méthode. Une méthode, chacun se l'approprie et chacun en fait ce qu'il veut, plus ou moins. Donc voilà. Je suis aussi, bon ça je peux pas le dire encore parce qu'il y a des projets qui se mettent en cours. C'est très gros, ça vient très vite D'accord. et voilà, on en parlera. Je reviendrai peut-être pour parler de ça. Ok, parfait. Merci Firmin. Oui, donc c'est bien que tu mettes en garde du coup concernant la préparation mentale. C'est vrai que aujourd'hui c'est un travail qui n'est pas contrôlé. Il y a pas de, il est pas protégé comme par exemple un titre de psychologue, etc. Donc en fait aujourd'hui une personne qui n'a pas de diplôme en préparation mentale peut se dire préparateur mental alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est très très Ouais. bien de faire un petit aparté là-dessus. D'accord. Donc, si tu veux bien, on va commencer dans un premier temps sur ta carrière sportive en tant que taekwondoïste, et après, plus spécifiquement, on partira sur la préparation mentale et le travail que tu fais actuellement. Est-ce que du coup, Firma, tu peux nous raconter un peu tes débuts dans le taekwondo, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette discipline? Le taekwondo, ce qui m'a attiré dedans, c'est la beauté du mouvement. C'était très fluide comparé à d'autres sports, comparé au karaté, qui n'était pas aussi développé que maintenant, contrairement au judo où c'est quand même très encadré. Moi, je suis quelqu'un qui avait besoin de liberté parce que faut savoir que je le dis aujourd'hui parce que je le sais maintenant, je suis TDAH, donc j'ai une manière de réfléchir un petit peu différente de tout le monde. Le TDAH, c'est un syndrome qui fait partie du spectre de l'autisme.
Donc, je D'accord. réfléchis pas comme tout le monde. Tu vois, les schémas ne se mettent pas en place de la même manière que tout un chacun. C'est ce qu'on appelle un neurodivergent, pour ceux qui aiment les termes un peu new age. Donc, voir cette beauté de mouvement et cette liberté de choix d'action, c'est vraiment ce qui m'a attiré dans le taekwondo. Sinon, j'ai fait d'autres sports, euh, karaté aussi, du coup, Kyokushin, boxe thaï, boxe anglaise. Donc, j'ai fait plein de sports, mais vraiment, ce sentiment de liberté dont j'avais besoin, je l'ai retrouvé dans le taekwondo. Et c'est ce qui m'a vraiment attiré, et c'est ce qui m'a fait rester dedans. D'accord. Ok. Euh, à quel âge tu as commencé le taekwondo? Tu as dit que si j'ai vu dans une des interviews, tu as dit que tu avais commencé à 18 ans. C'est ça le taekwondo? Dans ma 18e année, j'avais 17 ans et demi, j'allais avoir 18 ans quelques mois plus tard. Donc c'est quand même tard pour un pratiquant de Ouais. commencer une discipline telle que celle-ci à cet âge-là. Mais bon, j'avais des prédispositions. Donc quand j'ai commencé, rapidement, j'ai trouvé mes marques. Rapidement, j'ai commencé à mettre des choses en place et rapidement, j'ai commencé à avoir des résultats dans mes objectifs, hein, pas dans les compétitions, mais dans mes objectifs. Donc, c'est ce qui m'a vraiment fait rester, qui m'a vraiment fait accrocher au taekwondo, quoi. D'accord. Euh, pour toi, quels ont été les plus grands accomplissements en tant que compétiteur de taekwondo? Est-ce qu'il y a une compétition ou un moment qui t'a particulièrement marqué? Alors, je vais sortir un peu du cadre pour pouvoir y revenir. Mon plus grand accomplissement aujourd'hui, celui dont je suis le plus fier, je dirais que c'est ma carrière. J'ai 22 ans de carrière, 23, je sais plus, j'ai commencé en 2000, 2001, je crois. Donc ça me fait, ouais, ça fait 23 ans, 24 ans, pardon. Donc c'est l'ensemble de ma carrière. Je pense que j'ai eu une très très belle carrière. J'ai une très très belle carrière. Ce qui me rend le plus fier, c'est la régularité de mes résultats. J'ai pas vraiment eu de période où j'ai fait 1 an ou 2 ans à rien faire. Non, c'est vraiment j'ai été régulier dans mes accomplissements, aussi petits ou aussi grands soient-ils. Euh, et ça m'a permis d'avoir de voir sous différents angles la chose que je faisais, la carrière que j'avais. Il faut savoir que pendant ma carrière, je suis devenu professeur de taekwondo aussi. Donc même quand je combattais pas, même quand j'étais pas en compétition, même quand j'allais pas chercher des titres, j'allais chercher l'accomplissement de par mes élèves, de mes élèves et par mes élèves. Tu vois? Donc, j'ai pris le taekwondo dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle taekwondo, les gens pensent compétition, Jeux olympiques. Mais ce n'est pas que ça reste un art martial, ça reste une discipline, ça reste une discipline martiale. Donc, il y a le côté compétition, mais il y a le côté martial aussi qu'il faut développer. Et j'en profite. Je vais lancer pas mal de tacles, hein. Donc, je parle pour tous ceux qui Pas de font problème. que de la compétition et qui disent voilà je fais du taekwondo. Non, tu fais des compétitions de taekwondo, tu ne pratiques pas le taekwondo. Et ça, je pense que en tant que pratiquant de taekwondo, avoir les deux faces de la même pièce, c'est un véritable accomplissement au bout de 22, 23 ans de pratique. Sinon, je vais pas mentir, il y a la première Coupe du Monde que je gagne en Côte d'Ivoire, Ouais. donc dans mon pays natal, devant les Ivoiriens. Bon, ça c'est vraiment un truc de fou, tu vois. Ouais. Voilà. Je sais même pas comment je peux t'expliquer ça parce que c'était voilà, je partais pas forcément favori. Il y a des gens qui, dis-toi que c'était en 2013 et il y avait déjà des gens qui me disaient, oui, t'es fini. Les gens, ils étaient assez hardcore, ils étaient assez durs. Oui, t'es fini, t'es un vieux, t'as plus rien à foutre là et Mm. tout. Je leur dis, écoutez, si c'est ce que vous pensez, tant mieux. Moi, je pense que il y a une possibilité. Je pensais pas à gagner. Moi, quand je pars dans une compétition, je pense pas à gagner. Je pense à donner le meilleur de moi-même. Ah, maintenant, si le meilleur de moi-même, ça me permet d'obtenir la médaille d'or ou la coupe, je prends, tu vois. Donc, gagner une médaille euh, mondiale, Coupe du Monde francophone, dans son pays, devant son public, je peux te garantir que c'est quelque chose qui te galvanise à un point que, voilà. Ensuite,
il y a le championnat du monde. Il faut savoir que, on va dire les termes ici, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. Quand C'est ça. quand j'ai été sélectionné pour les championnats du monde, ça faisait 1 an et demi que j'étais suspendu. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bref, j'étais suspendu. J'ai reçu un message sur Messenger, sur Facebook, donc, tu vois. Donc les gens, Mm. ils avaient vraiment des intentions de sabotage et on me prévient 10 jours avant les championnats du monde. On me dit, tu pars au championnat du monde. Je dis non, c'est dans 10 jours. Moi, je suis pas prêt. On me dit, si, tu pars. Moi, je m'embrouille, je fulmine, je saute dans tous les sens. Je leur dis, c'est pas possible. Vous pouvez pas me dire de faire un championnat du monde à 10 jours de l'épreuve, sachant que j'ai été suspendu pendant 1 an et demi. Donc, finalement, j'y suis allé. Mon coach m'a convaincu d'y aller d'une manière très simple. J'ai dit, non, moi, j'y vais pas. Ils se foutent de moi, machin. Il m'a dit, est-ce que un jour, tu vas aller visiter la Russie de toi-même? Je lui dis, non, jamais. J'ai pas les tout pour aller en Russie. Il me dit, bah voilà, là, t'as un voyage gratuit. Donc, je me dis, ah ouais, ça, c'est une bonne motivation. C'est un bon élément de motivation. Donc, je vais Le en tourisme. Russie. Les conditions, les conditions sont pas du tout en ma faveur. Je regarde le tableau, mais le tableau, t'as Freddy Krueger, Terminator, Predator et tous les méchants films qui sont alignés. Je devais mourir à chaque tour, tu vois. Et D'accord. j'arrive avec un état d'esprit, je me dis, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. De toute façon, je suis déjà mort. Vu tous les fous qu'il y a sur le truc, bon, bah voilà, je donne tout. Et un tour après l'autre, j'arrive en finale des championnats du monde. Tu te rends compte? Avec, avec 4 heures d'entraînement. 4 heures d'entraînement, j'arrive en finale des championnats du monde. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et le dernier truc, pour pas être trop long sur cette question-là, c'est le championnat d'Europe. Faut savoir que j'ai combattu au championnat d'Europe Masters, Mm. parce que c'était en France, déjà. Donc, je suis parti avec mon club, tu vois, enfin avec mon club. On était trois du club à partir, deux combattants, deux coachs. On était quatre, deux combattants, deux coachs. Donc, je pars. Bon, j'ai une pubalgie, j'ai un truc au dos, j'ai mal au genou, je boite, je boite, mais je le cache. Les gens ne le voient pas, tu vois. Les gens ne le voient pas, je fais tout pour pas que ça se voit. Mais j'arrive, je fais le truc et ça se passe bien. Donc un truc que j'étais pas censé gagner du tout, je suis arrivé pas confiant, mais je tente le truc quand même, ça passe et je me retrouve Mm. champion d'Europe. Et en plus, petit pied de nez, je suis le seul au monde, je crois, qui a un titre continental africain et un titre continental européen. Je suis intercontinental, tu vois. Donc je me dis, Ouais. elle est belle celle-là. Celle-là, elle est belle. Bah, super. En tout cas, c'est vrai que là-dessus, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a très peu de personnes peuvent se dire. Se dire que j'ai fait En ça. taekwondo, il y a personne. Bah, ok, parfait en tout cas, mais c'est bien. Mais en fait, voilà, comme tu le dis, pour le championnat du monde, on t'a laissé 10 jours pour y aller. Tu allais pour faire le maximum, et finalement, c'est là, t'as surperformé. Et les championnats d'Europe, t'étais blessé, mais ça t'a pas empêché de remporter cette victoire, enfin remporter ces combats pour remporter le premier prix, la médaille d'or. Ok, c'est super. Et du coup, là, on va parler concernant la rigueur par rapport à la discipline en tant que compétiteur de haut niveau, parce qu'on voit tout le temps la partie euh, haute de l'iceberg. En fait, on voit que les Mhm. résultats, si on a gagné, on a perdu, mais on voit pas tout ce qu'il y a en bas. En fait, tout ce qui est préparation. En bas, toi, comment tu gérais les entraînements et les compétitions et peut-être le stress, les émotions constants avant, quand tu étais encore compétiteur? Alors, moi, avant même de faire de la prépa mentale, tu sais, moi, je suis un gamin des années 80, donc on a grandi avec des mangas et des animés qui nous expliquaient des techniques qui étaient un peu bizarres, mais en fait, ils nous mentaient pas. Ils nous mentaient pas, ils nous disaient la vérité, en fait. C'est-à-dire que, écoute, moi, ce que j'utilise le plus, bon, je m'entraîne comme tout le monde, je vais à la salle d'entraînement, je fais mes rounds, je fais mes gammes, voilà, je fais tout ce qu'on fait. Sauf que moi, mon entraînement, il s'arrête pas là. Quand je rentre chez moi, je continue de m'entraîner, je m'entraîne mentalement. Je visualise, je visualise le lieu de la compétition, je visualise mes adversaires parce que à l'époque, on avait déjà commencé
avoir les téléphones portables qui filmaient, tu vois, les trucs, machin. Mm. Donc, on pouvait revoir. Je revoyais, je regardais, je m'imaginais dans des scénarios, mais tout le temps. Et ce qui fait que Mm. quand je me retrouvais face à une situation dans la vie réelle, dans le combat, c'est une situation que il y avait peut-être 80 ou 90% de chances que je l'ai déjà imaginé dans ma tête. Et quand je l'imagine dans ma tête, j'imagine avec plusieurs issues possibles. Donc, je suis rarement surpris. Je suis très rarement surpris parce que c'est des choses que j'ai déjà vues. C'est des images et des scénarios que j'ai créés dans ma tête. Donc forcément, quand j'arrive, je ne suis plus surpris. Ce qui fait que, en vérité, sur 24 heures de la journée, je m'entraîne peut-être 16, 17 et 18 heures par jour, en fait. Tu vois? Donc, Mm. mon entraînement était de meilleure qualité que la plupart des gens parce que mon entraînement avait plusieurs strates. Il y avait la condition physique, il y a l'entraînement technique, mais derrière, il y avait l'entraînement mental aussi, parce que j'avais compris Mm. très rapidement que le mental, ça faisait largement la différence. Donc, voilà, c'est ça qui fait que, bah, moi, j'étais un petit peu différent des autres. Peut-être pas meilleur, mais en tout cas différent. Mm. D'accord. Donc vraiment là tu parles du coup de visualisation et tu en parlais dans une interview que tu avais fait il y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 10 mois, tu parlais de projection mentale. Exactement. Donc c'est ça. Donc tu te projettes, tu visualises déjà à chaque fois que tu t'entraînes ou avant de partir à une compétition pour être plus concentré, j'imagine, et moins stressé et plus prêt le jour J. C'est ça, parce que le stress est souvent causé par des événements qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Or, si ces événements-là, toi, tu les crées d'emblée dans ton esprit, il y aura beaucoup moins de surprises, ou bien la surprise aura un impact bien moindre. Donc, ça te permettra d'être plus réactif, tu vois, et ne pas, par exemple, tétaniser sur place quand tu vois un adversaire. Dis-toi que moi, je fais 1m90, dans ma catégorie, il y a des mecs qui font 2m15. Donc, la première Mm. fois que je vois ça, je me dis, oh là là, mais comment je vais faire? Parce que j'étais pas prêt. Maintenant, je m'attends à tout. Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est mince? Il est vert, rouge, bleu? C'est, je l'ai déjà imaginé dans ma tête. Peu importe. Je l'ai déjà imaginé, donc, je serais pas surpris. D'accord. Le pouvoir de de la visualisation, c'est très important. Euh, tu as sans doute, peut-être, hein, et tu vas me le confirmer ou pas, affronté des moments difficiles durant ta carrière sportive, peut-être des blessures ou des défaites, par exemple. Comment tu as réussi à surmonter ces épreuves pour pouvoir passer au-dessus et continuer? Alors, il faut relativiser. Il faut relativiser. Au départ, moi, j'étais très nerveux, tu vois, très sanguin. Je perds, là, je râle, machin. Mais t'as déjà perdu, frérot, c'est fini. C'est terminé. T'as déjà perdu. Et je me dis, quand je perds, parce que quand je perds et quand je me blesse, c'est pas la même chose. Quand je perds, je suis obligé d'accepter parce que c'est déjà acté. Voilà, rouge a gagné, bleu a gagné, c'est terminé. Peu importe ce que tu diras, le résultat ne changera pas. Donc, à partir de là, moi, je fais une introspection. C'est-à-dire, je remets pas mon échec ou ma contre-performance sur le coach ou sur l'arbitrage. Je me demande, ah, là, j'ai perdu. Il faut, premièrement, que je sache quoi j'ai perdu. Donc, peut-être que j'ai pas été assez rapide, peut-être pas assez intelligent, peut-être que j'ai pas écouté mon coach. Voilà. En tout cas, je cherche le paramètre qui a fait que je n'ai pas réussi à, à être meilleur que mon adversaire. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, une fois que j'ai trouvé ce point-là, je vais me demander comment faire pour modifier ce point négatif-là afin, peut-être pas qu'il devienne un point positif, mais au moins, qu'il ne m'handicape plus, qu'il devienne un point neutre. Ce qui fait que, ce qui fera que quand je me retrouverai face à un adversaire du même calibre, qui aura peut-être les mêmes qualités, moi, j'aurais travaillé sur ce domaine-là ou sur ce point-là, ça, ce qui va me permettre de ne plus être en porte-à-faux par rapport à mon adversaire. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir et c'est comme ça que tous les sportifs devraient penser. Parce que c'est beaucoup trop facile de remettre la faute sur le coach. Alors parfois, le coach, il est mauvais. Ça existe. Je ne dis pas que tous les coachs sont géniaux. Ça existe. Mais si ton coach est mauvais, par exemple, il faut être capable de dire, voilà, mon coach est mauvais parce que.
C'est pas juste, ouais, il est mauvais, il est nul. Non. Il y a toujours une raison qui fait que aujourd'hui, tu trouves que ton coach il est excellent et demain, tu vas trouver qu'il est nul. Il y a une raison. Il faut trouver cette raison-là, s'appuyer sur ce point-là pour établir quelque chose, un processus qui va permettre une modification pour que ce processus, pour qu'à la fin du processus, ce point-là ne soit plus un point négatif. Tu vois. Maintenant, par rapport à la Hmm. blessure, c'est relativement similaire. Je me blesse. Pourquoi je me blesse? Est-ce que je me blesse parce que c'est mon adversaire qui m'a blessé, ou est-ce que c'est de ma faute? Peut-être que j'ai pas assez bu, j'ai pas assez mangé, j'ai pas assez dormi, j'ai pas fait assez de renforcement musculaire. Si je suis bon dans tous ces domaines-là, faut aller chercher la bonne raison de pourquoi je suis blessé. Maintenant, là encore, il y a plusieurs strates. Je suis blessé. Par exemple, moi, je m'étais blessé au péroné, j'ai une fracture. J'ai demandé combien de temps ça va prendre pour se consolider. On m'a dit 2 mois. J'ai dit d'accord. Pendant 2 mois, je peux pas m'appuyer sur le pied. Non, d'accord. Derrière, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux entraîner sur moi pendant ces 2 mois? C'est-à-dire que je suis convalescent, mais je suis pas inactif. Impossible. Il faut que je reste actif. Et même si c'est pas physiquement, ce sera mentalement. Ok, je peux pas marcher, je peux pas sauter. Ok, mentalement, je peux commencer à établir des stratégies dans ma tête, voir un petit peu comment ça passe. Je peux essayer de trouver des similitudes et des similarités chez les types de combattants. Donc ça peut aller très très loin. Hein. Je vais pas tout faire parce que ça risque d'être très très long. Mais voilà, il faut toujours rester actif. C'est-à-dire, j'ai vu dans un manga, encore une fois, un concept qui m'a marqué toute ma vie. Le mec, il a dit, il faut être immobile et bouger à la vitesse de la lumière en même temps. Ça veut Hmm. dire quoi? Ça veut dire que tu peux être là en garde face à un adversaire, tu peux être là au volant de ta Formule 1, tu peux être devant ton club de golf, tu es immobile parce que tu attends peut-être le bon moment. Mais bouger à la vitesse, bouger à la vitesse de la lumière, c'est mental. C'est-à-dire que pendant que ton corps est immobile, ton esprit doit être en train de faire des millions et des millions de calculs pour préparer ta prochaine action. Et ça m'a marqué et je l'ai gardé pour moi. Même si je suis immobile, t'inquiète pas. Là-haut, il se passe plein, plein, plein de choses. Et le moment où je vais bouger, ça sera pas un mouvement anodin. Ça sera un mouvement calculé par rapport à toi et à moi, et par rapport à moi. D'accord. Ok. Tu fais pas mal de références. Tu l'as dit tout à l'heure, pas mal de références par rapport au manga, etc. Et c'est ce qui a versé, on va dire, bah, j'imagine ta jeunesse. Et Oui, t'as pris du coup c'est ce côté, ces côtés-là pour être la personne que tu es en tant que personne d'une part et aussi d'athlète de haut niveau. Alors je reviens juste sur un petit point, je vais un peu à l'extérieur. Sur ton interview de AFX54 du 22 mars dernier, il y a un moment tu parles de préparation personnelle et tu dis ne pas écouter ni mon corps et ni mon cerveau quand tu t'entraînes. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les personnes qui les écoutent, s'il te plaît? alors, dans, quand tu te fixes la fixation d'objectif, ce qui est important, c'est l'objectif que tu t'es fixé. C'est pas est-ce que je suis fatigué. C'est pas est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que j'ai pas envie de le faire. Parce que en vrai, si on pouvait réaliser notre rêve, on serait tous champions sans jamais s'entraîner, sans même combattre. Tu vois, on serait tous Ouais. tranquillement assis dans notre canapé et puis voilà, envoyer les médailles à telle adresse, envoyer des coupes et puis c'est très bien. Mais ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il va falloir mener une action qui va nous permettre d'atteindre ces buts-là. La médaille, la victoire, la prime et tout ce qui va avec. Je viens à l'entraînement. L'entraîneur me dit, fais 50 coups de pied. Je fais les 50 coups de pied. Fais-en 50, fais-en 50 d'autres. J'en refais. Encore 50 autres. Je refais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je dois faire confiance à mon coach par rapport à mon objectif. Donc, mon coach doit être au courant, doit être conscient de mon objectif. Parce que c'est par rapport à mon objectif qu'il va m'entraîner. Si je Ouais. viens au club et que je lui dis j'ai envie de faire du fitness, il va me dire ok, bah tu te mets là, tu fais des burpees, voilà, dans 3 mois tu as des abdos, voilà, c'est très bien. Si je lui dis que je vais être champion du quartier, il va me donner un type d'exercice. S'il me dit je vais être champion du monde, il va me donner un type d'exercice. Donc par rapport à l'objectif que je me suis fixé, il va falloir que je fournisse un effort.
il va falloir que je fournisse, il va falloir que je paye, en fait. On paye comment? On paye avec sa sueur, on paye avec ses larmes et on paye avec son sang. Donc, quand tu vas faire ce genre de truc-là, le moment où tu es fatigué, c'est pas le moment où il faut t'arrêter. Le moment où il faut t'arrêter, c'est le moment où tu as fini ce que tu dois faire. Même si tu dois pleurer, moi je te dis la vérité, je le dis devant tout le monde, moi je suis un gros râleur. Tu me fais faire un exercice, je vais râler toute la séance, mais je vais le faire. Ouais, d'accord. C'est mon moyen de tenir le coup. Ah là, putain, ça me fait chier. Ah, vas-y, mais non, mais vas-y, ah, arrête. Mais je vais le faire. Tant que j'ai pas fini, je Mm. suis là. S'il faut que je m'évanouisse et que je me relève, voilà. Les gens vont dire que peut-être j'abuse, mais non. Quand tu as un objectif d'être champion du monde, rendez-vous compte ce que c'est d'être champion du monde. On est 8 milliards sur la Terre. On va dire qu'il y a il y a un quart qui pratique des arts martiaux. Ça veut dire que je dois être meilleur que dans ce quart-là, là, tous ceux qui sont dans ma catégorie, je dois être meilleur, sachant que eux aussi s'entraînent, peut-être tous les jours, peut-être plus que moi. Non. Mm. Donc, si je dois m'évanouir à l'entraînement et qu'on me réveille avec de l'eau et que je dois finir ma séance pour être champion du monde, moi, je paye le prix. Bon, je l'ai payé parce que je suis arrivé à avoir les résultats. Ouais. Donc, je sais que ça vaut le coup parce que je peux vous garantir à ceux, et là je le dis pour ceux qui ne pratiquent pas, quand tu as souffert à l'entraînement, t'as saigné, le coach t'a cassé la tête, il t'a parlé, il t'a insulté, machin, machin. Quand tu arrives sur le podium mondial, tout ça t'oublie, hein. T'as oublié que t'as pleuré, Ouais. t'as oublié que t'as souffert, t'as oublié que t'étais évanoui. Je me souviens même d'une grosse compétition. C'était très, très dur, machin, machin. Je boitais, je me tenais la jambe. Quand j'ai eu la médaille d'or, je sautais. J'étais là, ouais, ouais. Alors j'ai oublié que j'avais mal, tu vois. Ouais. Donc le prix à payer, il n'est pas si cher payé pour obtenir ce qu'on veut. Mais il faut se donner les moyens. Donc les gens disent donner les moyens. Ils disent ça comme ça sans vraiment s'en rendre compte. Se donner les moyens, c'est aller au-delà de sa volonté. Parce que ta volonté va t'indiquer que tu es fatigué. Ta volonté va t'indiquer que tu as sommeil, que tu as faim, que tu as soif. Non, il faudra rester concentré sur ton objectif. Rester concentré sur ton objectif, c'est-à-dire continuer à fournir les efforts nécessaires, pas n'importe lesquels, les efforts nécessaires. Ok, parfait. Merci pour cette réponse. C'est ça. Donc, continuer à travailler, ne pas s'arrêter et arrêter une fois que la séance est terminée pour atteindre son but, ses objectifs. Euh, Par rapport au taekwondo, du coup, Firmin, et quelle valeur ou leçon importante le taekwondo t'a transmis et qu'est-ce que tu gardes encore aujourd'hui? Il y a encore un tacle qui va arriver, hein, pour Vas-y, vas-y. tu sais, je m'en fous. Il y a un jeune qui est arrivé dans mon club il y a pas très longtemps. Et ce mec-là, Hum, bon, quand tu arrives quelque part, tu es censé respecter les aînés. Parce que c'est les aînés qui vont te transmettre le savoir. C'est pas hum. seulement le professeur. Le mec arrive, il dit pas bonjour, il tabasse les plus faibles avec force et machin. Le mec s'en prend même à moi. Tu vois? Ce mec-là, Ah, c'est un sportif, c'est pas un pratiquant d'arts martiaux. Tu vois? Donc, les hum, valeurs qui sont euh, universelles, c'est le respect et le respect des anciens pour commencer. Parce que quand tu arrives, tu as forcément un ancien qui va te prendre sous son aile. Mais si tu respectes pas les anciens, comment tu vas faire pour obtenir le savoir? Tu l'auras pas. Il y a des gens, ils sont là, ils font 4 ans, 5 ans dans le club, ils progressent pas. Non pas parce que les cours sont pas bons, c'est parce que personne veut leur transmettre. Parce qu'ils respectent pas, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas de considération. Donc pour moi, le respect de la hiérarchie supérieure et de la hiérarchie inférieure est extrêmement important, primordial, capital. Si tu respectes pas, on te respectera pas. Si on te respecte pas, on te transmet rien, on te donne rien. Donc, petit saligo du club, pense-y, réfléchis bien avant de mal te comporter. hum. Quand tu arrives quelque part, tu fais profil bas. Tu fais profil bas pour que chez nous on dit baisse la tête pour que les autres te la relèvent, tu vois. Donc
Hmm. très profil bas, laisse les gens te t'élever, en fait. Laisse les gens t'élever, laisse les gens te donner de la valeur. Parce que si tu veux te donner de la valeur, il y en a, ils vont te descendre. Donc, c'est pas intéressant. Donc, vraiment, le respect, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que je sois plus grand ou plus petit, plus gradé ou moins gradé. Et c'est quelque chose que j'intègre à ma vie de tous les jours. Malheureusement, je vais faire le boomer, mais avec la génération d'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas trop ça. Et je m'appuie beaucoup dessus, mais les gens comprennent pas. Ouais, mais Firmin, je dis non, je suis désolé. Moi, demain, j'ouvre un club, tu viens, tu manques de respect à mes élèves, je vais être obligé d'intervenir. Et c'est pas le but du truc. Tu vois, on veut échanger, on veut machin. Moi, c'est Hmm. toujours le savoir se prête. On te prête le savoir. Mon professeur m'a prêté son savoir. Moi, j'ai pris ce savoir, je l'ai prêté à mes élèves. Qui aujourd'hui, eux, mes élèves ont des élèves. Donc, c'est quelque chose qui se passe. Ce n'est pas à toi. Parce que quand tu vas partir, on est tous amenés à partir. Quand tu vas partir, bon, tu vas pas faire du taekwondo au-delà. Enfin, j'en sais rien, mais je me dis que, je me dis que Peut-être. peut-être, peut-être. Mais je me dis que voilà, c'est pas un truc que tu vas emporter avec toi, tu vois. Donc il faut être, voilà, il faut savoir être humble. Il faut savoir être humble, donner du respect à ceux qui le méritent et donner du respect à ceux à qui tu le dois. Ok. C'est vrai que sur le respect, c'est quelque chose qui me marque et que tu en parles, c'est que euh, quand j'ai commencé moi le taekwondo à l'âge de 7 ans, donc c'était par un ancien élève de Maître Lee Kuan Yew, hein, c'est le pionnier du taekwondo en France. Mmh. C'était très traditionnel. Et après j'ai déménagé dans plusieurs villes et j'ai eu aussi des maîtres coréens et c'est très traditionnel. Il y avait toujours ce respect, cette hiérarchie entre le plus gradé et les moins gradés. Et c'est vrai que quand j'observe un peu partout, et parce que je sais pas que du taekwondo actuellement, il y a plus trop ce respect-là, parce que ça, entre guillemets, ça fait un peu vieux jeu, ça fait trop ancien et ça peut faire peur. Je trouve que ce serait bien que ce respect-là des anciens revienne en fait. Parce que c'est vrai que des fois il y en a qui disent pas bonjour, il y en a qui en fait ils disent même pas bonjour avant d'arriver, pendant et après, et en fait il y a vraiment pas d'échange c'est parfois, et je trouve ça dommage. Même je pense que si je pose la question à certaines personnes, je leur pose la question, est-ce que tu connais cette personne, est-ce que tu sais comment elle s'appelle? Je suis même pas sûr que cette personne ou ces personnes-là connaissent le prénom de ses partenaires d'entraînement. Non, Mmh. franchement, hein, je te le dis, hein, j'ai vu ça dans plusieurs clubs et je me dis, c'est sûr qu'ils se connaissent pas en fait. C'est Bah dommage ouais, en fait. c'est ça, c'est ça. Tu vois, Mm. le simple fait de dire bonjour, ça permet d'ouvrir un canal de communication. On va pouvoir commencer à se poser les questions, à échanger. Mais s'il n'y a pas ça, on se ferme, chacun reste dans son coin. On est dans une époque très individualiste où chacun fait son truc de son côté Mm. et chacun, surtout chacun pense qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut parce qu'il a payé une licence. Moi, tu fais pas ça, hein. Tu dégages. Allez, salut, prends la part. Moi, on t'aime. Bah oui, c'est enfin, bref. C'est ça. Non mais là-dessus, je te rejoins totalement. C'est que les personnes pensent payer une cotisation, un peu comme si on allait à la salle de sport. Tu payes, du coup j'ai tous les droits, je fais ce que je veux. Sauf que un art martial, c'est totalement différent. C'est Mm. ok, tu payes pour une cotisation, mais on vient de te transmettre quelque chose, un art du coup, mais tu dois respecter tout ce qui en découle. Voilà, Ok, totalement d'accord. parfait. Bah là-dessus en tout cas on est d'accord. Si tu veux bien, on va passer du coup à la deuxième partie de cet épisode. On va partir vraiment là sur la préparation mentale. Euh, donc, t'es préparateur mental, Firmin. Est-ce que tu peux me dire du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te reconvertir dedans? Est-ce qu'il y a un déclic particulier pour toi? Il y a un déclic particulier, il y en a plusieurs même, mais ça vient d'un traumatisme. D'accord, Je vas-y. vais raconter l'histoire, mais je vais pas donner de nom, parce que c'est des gens qui sont quand même devant de la chaîne, encore. Et puis bon, voilà. Moi, je suis à l'INSEP et j'ai vu des athlètes de différents sports, hein, de différents sports, Hmm. euh, relativement souvent en dépression, pour commencer, et quelques-uns en burn-out, dont encore quelques-uns ont fait des tentatives de suicide. Et bon, moi, je suis allé leur parler et tout, voilà, ce qui se passe, pourquoi, machin. Moi, je suis le mec qui vient poser des questions au moment où il faut pas leur demander et tout. Mais, enfin, il faut pas, si, il faut, parce que justement, là, les gens s'ouvrent. Parce qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin Ouais.
d'être compris par rapport à ce qu'ils traversent. Donc j'ai demandé, voilà, et les gens m'ont expliqué que bon voilà, ici, soit ils se sentaient pas bien, soit ils se sentaient pas compris, soit ils se sentaient pas écoutés. Voilà que globalement, ils étaient renfermés sur eux-mêmes, tu vois. Et je me suis dit, il y a un Mm. psychologue il y a un psychologue, mais en gros, il sert à rien parce qu'il donne pas vraiment de solution, le psychologue. Le psychologue, il vient, il t'écoute et il te dit, bon, il te demande à toi, il te demande à toi, bon, alors vous pensez que c'est quoi la solution? Ben non, c'est que je suis pas venu pour ça, en fait, tu vois. Donc ça peut Mm. perturber. L'athlète, il est comme ça. En tout cas, le sportif de haut niveau, il est comme ça. Lui, il vient pour avoir des réponses, des solutions, des Mm. outils. Voilà, aide-moi, en gros. Tu vois, il est pas juste là pour parler, machin, il veut qu'on lui donne quelque chose pour solutionner ses problèmes. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, j'ai un bon contact avec les gens, je parle assez facilement avec les gens. Et comme je l'ai dit au départ, j'ai une manière de réfléchir en dehors de la boîte. Donc, ça me permet aussi de trouver des solutions beaucoup plus simplement. Donc, à force de vivre ce genre d'événement-là, je me suis dit, voilà, je vais me former, je vais beaucoup documenter d'abord, ensuite je vais me former pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, c'était vraiment ça, le déclic. Voir la détresse autour de moi, voir les gens être coincés dans des spirales interminables, qui a fait que moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, vu que j'ai ces qualités-là, de contact et d'échange, pourquoi pas me mettre dedans. C'est ce qui a fait que j'ai rejoint la prépa mentale. D'accord. Ok. Euh, Toi, en tant que ancien sportif de haut niveau, même toujours, parce que finalement tu combats demain encore, finalement tu t'es retraité, mais t'es revenu au final, si j'ai bien compris. Ton, ton expérience du coup de sportif de haut niveau, comment est-elle dans ce nouveau métier? C'est l'expérience que j'ai pu accumuler parce que faut savoir que j'ai un parcours très atypique. J'étais en équipe de France sans être français. Et ensuite, pendant 8 ans. Et Hmm. ensuite, j'ai rejoint l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc déjà, changer de pays, c'est quelque chose qui se fait relativement régulièrement, mais changer de pays, enfin, combattre pour un pays sans être de ce pays-là, c'est déjà une expérience en soi. Donc ça m'a permis d'observer certains comportements, certaines attitudes, voir certains choix qui ont été faits, parce qu'il s'est passé énormément de trucs quand j'étais en équipe de France, des bons comme des mauvais, hein. Mais moi, en tant que Hmm. non-français, j'ai gardé tout ça d'un œil global, parce que j'étais dans le dispositif sans vraiment y être, tu vois. J'étais un étranger, D'accord. clairement, j'étais un étranger en équipe de France. Donc je regardais ça, je voyais les schémas se faire et se défaire avec un œil extérieur. Donc j'avais une compréhension qui était encore différente. Donc je déduisais beaucoup, ah bon, voilà, ici, aujourd'hui il se passe ça, donc voilà comment ça peut se passer, machin, machin. J'en venais même à faire des paris avec moi tout seul. Je suis sûr que ça va se passer comme ça, voilà. Et au fur et à mesure que je procédais comme ça, je me retrouvais de plus en plus souvent dans le vrai. Tu vois? Je me retrouvais de plus en plus souvent dans le vrai. Hmm. Donc là, je comprenais, là, j'avais compris que j'avais compris en grande partie comment fonctionnaient les gens. Si tu comprends comment fonctionne un outil, il est facile de le démonter, il est facile de le remonter. Il est facile de le casser et il est facile de le réparer. Donc, c'est un petit peu comme ça que moi, je schématise la chose, parce que parfois, pour aider quelqu'un, il faut casser des habitudes, il faut casser quelque chose pour pouvoir réparer. Il faut casser des habitudes pour pouvoir Hmm. remettre des habitudes plus saines, bénéfiques. Il faut casser un comportement pour aider à voir ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière ce comportement-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que moi, je pratique. Je pratique pas seulement, j'anticipe la question, je pratique pas seulement avec des sportifs, mais je pratique beaucoup en entreprise parce que j'ai aussi compris que Ouais. les problèmes que le sportif de haut niveau rencontre, par exemple la gestion du stress, la gestion des émotions de manière globale, on va facilement retrouver ça dans le monde de l'entreprise, très très souvent même. Donc il s'avère que je Hmm. suis issu du sport de haut niveau,
mais j'opère beaucoup plus dans les entreprises que dans les clubs. Le petit paradoxe, je m'en plains pas, mais je trouve ça quand même cocasse. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est bien de faire le parallèle aussi avec l'entreprise. Évidemment, lorsqu'on travaille, lorsque par exemple on est manager, on doit avoir cette capacité à travailler du coup sur la gestion des émotions, du stress, hein, parce qu'on a des objectifs à tenir et à avoir. Donc oui, c'est hyper important et justement la préparation mentale adaptée pour l'entreprise, le monde de l'entreprise est aussi importante, que ce soit pour les athlètes, peu importe le niveau. D'accord, super. Et quels sont du coup, toi, les principaux défis, challenges que tu rencontres généralement alors quand t'accompagnes, on va rester sur les athlètes si tu veux bien, que quand t'accompagnes les athlètes dans la préparation mentale, quels sont généralement les principaux défis que tu rencontres? Le plus grand défi que je rencontre, c'est faire comprendre l'utilité du préparateur mental. Parce que c'est très américain. Mmh. Préparateur mental, c'est très abstrait. Donc, faire Ouais. comprendre à un athlète que tu as besoin d'un préparateur mental, c'est le plus gros challenge parce qu'il y a ceux qui ont décidé que c'était du charlatanisme dès le départ. Donc là, pour eux, c'est Mmh. mort, c'est n'importe quoi. C'est un truc, c'est un truc de prestidigitateur, machin. Donc là, forcément, je me mets en mission de leur faire comprendre que bon, ben voilà, ici, là, ça peut être utile, ça peut t'aider. Voilà comment ça peut t'aider. Ouais. Franchement, le plus gros défi, c'est ça. Faire comprendre aux gens l'utilité du préparateur mental, faire comprendre aux pratiquants de taekwondo, par exemple, puisqu'on est dans ce domaine, ou de MMA d'ailleurs, parce que j'ai eu à coacher aussi quelques combattants, que voilà, ta préparation à la compétition, elle commence vraiment 3 jours avant l'événement. 3 jours avant l'événement, comment tu réfléchis? Parce que ces 3 jours-là, c'est ces 3 jours-là qui vont être décisifs pour savoir dans quel état d'esprit, pas physique, dans quel état d'esprit tu vas entrer dans la cage, dans quel état d'esprit tu vas entrer sur le tatami. Si tu t'es, par exemple, l'environnement, c'est très important. Tu peux être le mieux entraîné de la terre entière. Mettons que je te coach mentalement. Tu es très bien entraîné, tu es au top, Mmh. body fat, tout ce qu'il faut, technique, souplesse, parfait. Tu es vraiment au top, au pic. Mais à la maison, tu t'es embrouillé avec madame parce que tu n'avais pas fait la vaisselle, ça fait 3 jours qu'elle te tape sur les nerfs. Quand tu vas rentrer dans la cage, ton esprit, il va être dans la cage. Ton esprit va être dans la vaisselle. Mmh. Or, ton adversaire qui est moins bon que toi, sur le palmarès, lui, son esprit, il est dans la cage. Donc, Mmh. à physique, technique égale, ça va jouer au mental. Et le mental, c'est quoi? Mmh. C'est pas juste qui va le plus résister à prendre des coups, non. C'est qui va être à 100% dans ce qu'il est en train de faire, à 100% dans son objectif. Tu vois, il a été prouvé Ouais. par des études scientifiques, par exemple, que lorsque tu donnes un coup de poing, l'intention, l'intention que tu as quand tu vas donner ton coup de poing va modifier la puissance de ton coup de poing jusqu'à 25%. Mmh. Donc, sur un coup de poing, 25%, c'est quand même énorme. Ah oui, c'est un quart. C'est ça. Ça veut dire que le mec est concentré à 100%. Il pense pas à sa femme, il pense pas à ses enfants, il pense pas à sa copine, il pense pas au loyer, il pense pas à son propriétaire, il pense pas au métro, il machin. Le mec, il est dans son truc. Contrairement à son adversaire qui, lui, mince, il y a une facture en retard, il y a un trou dans mes chaussures, j'ai crevé les pneus de ma voiture, machin, machin. Quand il arrive, lui, il n'est pas totalement là. Donc, en termes de chance de victoire, celui qui est le plus concentré, il est plus à même de gagner que celui qui ne l'est pas. Voilà. D'accord. Oui, c'est vraiment être du coup concentré à l'instant présent lorsqu'on a une épreuve. Et si on pense à autre chose, s'il y a d'autres choses extérieures qui nous embêtent, on pourra pas être concentré à 100%. C'est bien ça? Exactement. Et ça s'apprend par un préparateur mental. D'accord. D'ailleurs, je reviens dedans, je reviens sur l'interview que tu as fait récemment. Donc, si je comprends bien, t'as accompagné Cheikh Cissé et Ruth Babi, c'est bien ça? Ouais, En préparation mentale? plus que le Babi, quand même, que Ouais. t'expliquer. Mais, par exemple, je vais Mmh. même pas
pas seulement eux, mais c'est ceux qui sortent un peu, enfin beaucoup du lot, surtout Ruth. Ouais. Quand je suis arrivé en équipe de Côte d'Ivoire, on m'a posé une question d'interviewé et on m'a demandé, mais toi, tu as fait X années d'équipe de France, pourquoi tu viens en équipe de Côte d'Ivoire? Je dis, moi, mon but, j'ai fait rien à prouver, tu vois, j'ai fait ma carrière déjà en équipe de France, voilà, elle est très bien, je pourrais m'arrêter là et dire salut. Non, moi, je viens pour montrer la méthode pour gagner des grands tournois. La méthode pour gagner des grands tournois Mm. à l'époque, je te parle à l'époque, c'est que les gens avaient un complexe. Ils complétaient par rapport aux grandes nations. Ah, je vais rencontrer un tel, ah, je vais faire. Donc déjà, les personnes se conditionnaient à la défaite. Parce qu'ils rencontraient un Chinois, parce qu'ils rencontraient un Coréen, parce qu'ils rencontraient un Indien, parce qu'ils rencontraient un Brésilien. Eux, dans leur tête, bon, je rencontre pas Mamadou ou Moustapha, je vais perdre, tu vois. Et je Mm. leur ai fait comprendre que voilà, vous êtes des athlètes, il y a des choses que vous faites, il y a des choses qu'ils font, et globalement, tout ce qu'ils font, vous pouvez le faire aussi. Après, bon, il y a d'autres mécanismes que j'ai mis en place avec Ruth pour lui faire comprendre que, voilà, faut savoir que Ruth, c'est la première championne du monde ivoirienne. Ouais, Donc, moi, je lui ai fait exactement. comprendre que dans ta tête, tu dois être championne du monde. Tu dois te convaincre. Se convaincre, c'est quoi? C'est se dire que soit ce qui n'est pas vrai est vrai, soit ce qui n'existe pas existe. Alors, ça s'appelle avoir la foi. La foi, c'est pas seulement religieux. La foi, c'est croire en quelque chose qui n'est pas matériel devant soi. Quand tu te lèves le matin et tu te dis, je vais aller bosser, regarde, mettons, en faisant un petit exercice très rapide, ça prend 15 secondes. Disons que Vas-y. tu es couché dans ton lit le matin, on est le matin, il est 6h45, ton réveil sonne. Tu fais quoi? Bon, déjà, j'éteins mon réveil. Ok. Euh, ensuite, bon, je me lève directement, je bois mon verre d'eau et je pars directement bah, pour aller aux toilettes, pisser et je vais me doucher et je pense aussi après à ce que je vais faire après, quoi. Ok. Pourquoi tu te douches? Parce que j'aime me sentir propre le matin et ça me permet aussi de me réveiller et de bien commencer la journée. Ok. Pour- tu- Pourquoi tu dois te réveiller pour commencer la journée? Alors, si pour aller au travail, parce que bah il faut au final que je travaille pour payer mes factures. Ouais, ouais, Tu vas au travail. Pour aller au travail, tu n'es pas ouais, encore au travail. Donc, tu ouais, t'imagines déjà que tu es en train d'aller travailler. C'est-à-dire que tu as foi en l'action que tu vas faire, ouais. non pas en l'action que tu fais, en l'action que tu vas faire. C'est ça, avoir foi. C'est ça, être convaincu. Avoir foi, c'est être convaincu. Donc, si je veux être champion du monde, Hmm. dans ma tête, quand je me lève le matin, je vais boire mon verre d'eau, je vais faire pipi, je vais prendre ma douche. C'est pour être champion du monde. C'est pas pour m'entraîner. Hmm. Est-ce que tu comprends? Oui, totalement. Tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est ça que moi j'ai mis dans leur esprit. C'est ça que moi j'ai mis dans leur esprit. Après, bon, bien évidemment, le processus qui sont en cours, c'est mis le temps que ça a mis. Mais Babi Ruth, elle est championne du monde, elle est deux fois médaille mondiale, elle est deux fois médaille olympique. Donc, derrière, c'est C'est ça. que ça fonctionne. On n'est pas juste là pour se dire, je suis préparateur mental, oui, comment ça va? Oui, c'est bien. Allez, à la semaine prochaine. Non, on donne des outils, on donne la liste de comment fonctionnent les outils pour que les gens puissent les utiliser. Le but, c'est pas qu'ils soient dépendants du préparateur. Le préparateur, il est là pour t'aider. Une fois qu'il t'a aidé, après, toi-même, c'est à toi de t'aider. Maintenant, si un jour tu as besoin d'un petit remontant ou d'une petite fixation de machin, tu reviens vers le préparateur. Le boulot du préparateur, c'est pas un psychologue qui est là pour te faire faire 95 séances. Non, ça n'a aucun intérêt. Exactement.
Parfait, oui, et ça, c'est bien que tu en parles justement. Le préparateur mental, il est là du coup pour aider l'athlète, mais le but c'est pas que l'athlète, enfin moi c'est ma philosophie, que l'athlète soit dépendant du préparateur mental, tel un gourou. Voilà. Bon, enfin moi c'est ce que je prône. Hein. Je pense qu'on est là-dessus, on est d'accord. C'est que le préparateur mental est là pour aider, mais l'athlète ensuite, au fur et à mesure, doit être autonome et pouvoir du coup se gérer ensuite. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Les choses. Exactement. Parfait, merci en tout cas pour cela. Donc oui, je répète à nouveau, Ruth Babi, c'est une taekwondoïste ivoirienne du coup qui a été 2 fois championne du monde et 1 fois médaille de bronze entre 2017 et 2023. C'est un grand nom du taekwondo mondial et elle a été aussi 2 fois médaille de bronze olympique aux JO de Rio et aux Mhm. JO de Tokyo en 2020. Donc c'est vraiment un grand nom. Donc Firmin a eu l'honneur aussi de l'aider dans sa préparation mentale et pour qu'elle excelle. Donc c'est ça, c'est vraiment une énorme performance des deux côtés. Firmin, toi, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes athlètes? Bon, on va rester sur le taekwondo, qui veulent exceller dans le sport. Alors pas seulement physiquement, hein, mais aussi également mentalement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Soyez humble. Soyez humble et prenez votre temps. Parce que les choses qui sont solides, c'est des choses qui prennent du temps à être construites. Comme le mental. Le mental, ça se fabrique. Vous voulez être champion, mais vous voulez pas passer par vous voulez pas marcher dans les flammes. Vous êtes tout dur là, et vous voulez aller, non. Il faut que vous soyez souple. Il faut passer dans les flammes, laisser la chaleur vous ramollir pour qu'on puisse vous modeler, pour qu'on puisse euh, vous apporter les éléments, vous rajouter les éléments qui vont vous permettre d'être performant. Soyez humble, c'est-à-dire n'allez pas faire des grosses compétitions tout de suite. Commencez par des compétitions de quartier, ensuite des compétitions départementales. Si tu n'es pas capable d'être premier au championnat de France, par exemple, tu dois pas faire de l'international, ça n'a pas de sens. Si tu n'es pas premier de ta région, tu peux pas faire l'effort. Ça n'a pas de sens. Il faut être humble, solidifier vos bases, et puis après, quand vous allez aller au niveau supérieur, ce sera beaucoup plus simple. Je connais des gens qui, excuse-moi, j'ai raconté une toute petite anecdote. Je parlais à un de mes gamins, et Vas-y, vas-y. je lui dis, c'est quoi ton objectif? Il me dit, oui, je veux faire des VA. Il était sûr. Il me dit, oui, oui. J'étais sûr. Il me dit, oui. Oui, d'accord. Mais c'est facile. Il me dit, non, c'est pas facile et tout. Je dis, si, c'est facile. Tu veux faire un lien. Tu me donnes ton nom. Je vais sur le site d'enregistrement. Je mets ton nom. Tu fais le lien. Il me dit, mais c'est pas ça que je veux dire. Dans ce cas, dans ce cas, il faut me dire correctement ce que tu veux. Tu veux faire un lien ou tu veux Mm. gagner un géant. Voilà la même chose. Parce que ce que tu vas te Ouais. dire, ce que tu vas dire, ton corps, ton cerveau va si ton cerveau l'enregistre, tes muscles vont l'enregistrer. Faire un géant, tout le monde peut faire un géant. Un géant, c'est le premier niveau des compétitions internationales pour ceux qui connaissent pas en taekwondo. G1, G2, G4, G6, G12, et G20, je crois. Les Jeux Olympiques, c'est G20. Donc, là, il comprend que il est allé trop haut. Il dit, tu veux gagner un géant? Non. Je veux gagner un championnat. Là, en l'état, est-ce que tu es capable de gagner un championnat de France? Est-ce que tu es champion de France? Il me dit non. Je dis, mais tu es même pas champion de France, tu vas aller gagner un truc international où les gens, c'est des tueurs à gages, ils s'entraînent dans les montagnes, ils se battent avec des ours tous les jours, et toi, tu veux te battre avec eux et croire que tu vas gagner. Mais c'est pas possible. Et c'est là, quand je lui ai dit ça, il est redescendu. Je lui dis, gagne une compétition départementale 2 fois ou 3 fois dans l'année, tu vas pouvoir passer au niveau supérieur. Gagne une compétition de niveau national 2 fois dans l'année, là, tu pourras prétendre à un G1. Donc, je parlais d'humilité, c'est ça. Croyez pas meilleur que ce que vous n'êtes. Acceptez d'être mauvais, parce qu'on passe tous par là. Acceptez d'être mauvais le temps Mm. de devenir meilleur. Tout simplement. D'accord. Écoute, bah, très bon conseil, hein. Humilité et accepter d'être mauvais pour autant Persévérant. d'être meilleur. Parfait. Et persévérance aussi, oui. Surtout persévérance. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Il faut être persévérant parce que si on arrête au première, on va dire, première défaite, premier échec, on va pas aller loin. C'est clair. Euh,
Est-ce que du coup, on va parler un peu de tes projets du coup, dans l'avenir pour toi, dans la préparation mentale et du sport. Est-ce que tu as des choses prévues, des initiatives, des programmes que tu aimerais mettre en place? Alors oui, c'est en cours d'ailleurs. J'ai déjà fait plusieurs masterclass sur la santé mentale. C'est quand on parle de préparation mentale, c'est aussi de la santé mentale. Euh, Malheureusement, pas autant que j'aurais voulu dans le monde du sport. Ils sont têtus les sportifs, hein. Ils sont très très têtus, mais plus dans le monde de l'entreprise. Alors que vraiment, Ouais, j'aimerais pouvoir en faire beaucoup plus dans le monde du sport parce que c'est vraiment nécessaire. Les Américains l'ont compris. Tu vois pas un athlète international américain sans un kiné, sans un préparateur mental derrière. Quand il finit sa séance, il va se douter, il mange, et derrière ça, il fait une séance avec ce préparateur mental, il arrive à faire le point, le mec, il revient, mais laisse tomber, c'est Hulk. Mais nous, les petits Français, on pense qu'on connaît tout, on est très, j'ai pas peur de le dire, hein. Nous, les Français, je m'inclus hmm, dedans, nous, les Français, on est très arrogants, on est très, 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 très arrogants. Et c'est ce qui nous perd parce qu'on est très talentueux, mais une fois qu'on gagne un truc, ça y est, cocorico, et ça y est, on fait plus rien derrière. L'Américain, quand il perd, il va regarder pourquoi il a perdu. L'Américain, quand il gagne, il va regarder pourquoi il a gagné. Nous, on gagne, ramenez la coupe à la maison, voilà, et derrière, on se fait allumer. Mais regarde, dans le foot, jamais, franchement, j'aime pas le foot, hein, j'aime pas regarder le foot. Mais de ce que j'ai pu suivre, jamais la France a gagné la Coupe du Monde 2 fois d'affilée. hmm. Jamais. Jamais ils sont arrivés en phase finale 2 fois d'affilée. Peut-être que je me trompe, hein, je suis pas un expert. Mais jamais ils sont arrivés en phase finale 2 fois d'affilée. Pourquoi? Parce que quand ils gagnent, ils restent sur leur laurier. Ils vont pas chercher à comprendre pourquoi ils ont gagné. Ils cherchent à comprendre quel est l'élément qui a fait que, bah, ils sont passés. Quel est l'élément? Non. Ils restent sur la victoire. Allez, on fait des pubs pour Gillette, on fait des pubs pour l'eau, pour tout et n'importe quoi. Mais plus personne n'est concentré. Et c'est triste. Parce que, en vérité, je vous le dis, j'ai parlé comme un prêtre. En vérité, je vous le dis, les Français sont pleins dans le monde. Ils sont pleins dans le monde, ont un potentiel exceptionnel. Mais une fois que le Français il a gagné, la fois suivante, c'est bon, c'est ouvert. Parce qu'on sait qu'il va rien foutre. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est oui, on peut se reposer sur nos lauriers, c'est vrai, et c'est dommage. Et surtout que tu parlais du coup aussi de l'importance de la préparation mentale, c'est très américain. En France, alors ça commence un peu à en parler depuis les JO. Hein. T'as pu voir un peu avec Léon Marchand, les nageurs olympiques. T'avais aussi Teddy Riner Hum. qui en parle depuis, hein, même avant. Mais c'est vrai qu'avant on n'en parlait pas. On voyait peut-être ça comme une faiblesse d'aller voir un préparateur mental ou on n'osait pas le dire. Et c'est dommage. Bon, ça va s'ouvrir. Hein. Là, je le sens, mais c'est dommage qu'à la base J'espère. on pensait ça. C'est dommage qu'on pensait ça que c'était un peu Aujourd'hui, la chamanerie, j'aimerais de que tout les ça, gens mais prennent ça va arriver. conscience que c'est très important et que ça peut beaucoup aider. Et même dans la vie de tous les jours, là, on parle des sportifs, on parle des d'entreprise, mais même en tant qu'individu, tout seul, avoir un préparateur mental, c'est quelqu'un avec qui tu vas parler et qui va te donner des solutions, comme je disais, qui va te donner des outils. Donc, il va pas rester passif. Il va être actif dans ta vie de tous les jours. Et un préparateur mental, normalement, c'est pas quelqu'un que tu vois tous les jours. Tu le vois, enfin, sauf quand tu fais une sport de niveau et t'entraînes tous les jours. Là, c'est différent. Mais la bonne fréquence, c'est peut-être, allez, une fois tous les 10 jours, tous les 2 semaines, tu vois, histoire de faire le point, mettre quelque Hmm. chose en place, tu essayes, et dans 2 semaines, on se revoit, on fait un peu le point, et voilà. C'est vraiment important parce que le préparateur mental touche tous les domaines. Dans certains endroits, on l'appelle coach de vie. J'aime pas du tout cette appellation parce que bon, je t'apprends pas à vivre, hein. Tu vis comme tu vis, hein. Peut-être bien, peut-être mal, tu vis déjà. Donc Ouais. je t'apprends pas à vivre. Moi, je suis là pour t'aider à atteindre un objectif que toi-même tu t'es fixé. Quand tu vas voir un préparateur mental, c'est peut-être parce que tu manges pas bien. Mais si tu manges pas bien, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que tu dors pas bien. Mais si tu dors pas bien, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que tu fais pas assez sport. Mais si tu fais pas assez sport, il y a une raison. Donc, même dans la vie de tous les jours, le préparateur mental, ça peut être un joker très important et très efficace. Donc, n'allez pas croire que c'est que pour les autres. D'accord. Super. Super. Super conclusion là-dessus. Euh,
On va terminer du coup par avec trois petites questions plutôt personnelles. Firmin, si tu pouvais parler à une version plus jeune de toi-même, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec tout ce que tu as appris dans ta carrière personnelle, professionnelle et sportive? Bonne question. Très bonne question. Oh là là, je m'y attendais pas à celle-ci. Si je pouvais dire quelque chose à une version plus jeune de moi, je dirais, tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses et, et fais-toi confiance. D'accord. Ok, c'est un bon mantra. Parfait. Euh, Quelle est la chose qui t'apporte aujourd'hui le plus de bonheur au quotidien en dehors de peut-être ta carrière professionnelle? C'est de voir les gens s'épanouir. C'est de voir, c'est de, c'est de vraiment être, une personne sur qui on peut compter et qui va aider les autres à atteindre leur objectif. Vraiment, quand tu vois le sourire ou la joie de quelqu'un qui a atteint son objectif, personnellement, moi, ça me fait beaucoup de bien. Parce que j'ai pu montrer aux gens que c'était possible. Hmm, d'accord. Euh, Sur quoi, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui écouteront ce podcast plus tard, et sur quoi on peut te suivre, tant d'actualité, est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de tes réseaux, si t'en as, évidemment, Bon, pour le taekwondo, ça va être essentiellement Instagram. J'ai décidé de dissocier pour pas que ce soit plus fluide pour les gens. Donc, mon Instagram, c'est Zox, ZOK2S. Ça, c'est vraiment tout ce qui va être site et lié au monde du sport. Et puis, on peut me voir taper les gens pour vivre aussi. Je continue de m'entraîner, je continue à faire quelques compétitions parce que j'aime bien. Et puis, mon corps me le permet encore. Donc, pourquoi? Je me dis que mon âge, c'est pas mon âge qui doit définir la fin de ma carrière. Si je peux, je fais. Si je ne peux pas, je ne fais pas. Pour la prépa mentale, pour les conseils, avec une touche d'humour, je suis sur TikTok. Donc, c'est mon nom, Saint-Firmin Vécu. Sur TikTok, je donne des conseils. D'ailleurs, je vais commencer à traiter les risques que j'ai en DM, donc les messages qu'on m'envoie. Je l'avais pas fait parce que j'étais très très malade. Ouais. J'aurais dû le commenter en fin d'année dernière, mais j'étais très très malade, donc j'ai pas pu. Là, je vais commencer à traiter les requests. Voilà, j'ai tel problème dans ma vie, je rencontre tel problème. Commencer à donner des solutions. Mais bon, je vais me moquer un petit peu tout parce que je suis quelqu'un, mais c'est toujours bon enfant et bonne ambiance. D'accord. Donc sur Instagram et TikTok. Bah, de toute façon, je mettrai les liens de tes Ok. réseaux sociaux pour te suivre et venir te parler si on a besoin. Dernière petite question. Toi, quelle personnalité sportive tu pourrais me conseiller d'inviter pour un prochain épisode? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je connais un karatéka qui, lui, est préparateur mental, mais Ouais. il est psychologue aussi. Il est diplômé en psychologie. Je pense que, alors, je te D'accord. donne mon avis. Je pense que aujourd'hui, je m'excuse si les gens le prennent mal, on vit une époque de décérébré, une époque où les gens ne veulent plus réfléchir. Mettre la prépa mentale, D'accord. la psychologie et tout ce qui est mental en avant, ça va faire du bien à ça. Et je pense que beaucoup de sportifs en ont besoin, le savent qu'ils en ont besoin, mais ne savent pas vers qui se tourner. Donc peut-être que ça sera un peu redondant, mais aller dans ce sens, soit un psychologue, donc quelqu'un que moi je connais, j'ai une idée en tête, soit peut-être un, un ostéo, un ostéo, parce que D'accord. le deuxième problème avec les athlètes, c'est qu'ils connaissent pas du tout leur corps. Ils savent pas comment ça fonctionne et ça occasionne des blessures, des machins que eux-mêmes ne comprennent pas. Moi, à chaque fois que je me suis fait soigner, je demandais, ouais, vous êtes en train de faire quoi? Ça passe par où? C'est quelle veine? Quel nerf? C'est quel tendon? Je me documente au maximum à la source même. Donc ça, c'est très, très important. Ça m'a permis de me préserver, de ne pas avoir en 20 ans, d'avoir une seule grosse blessure vraiment grave et tout. D'accord. Donc,
Bon, bah, si tu veux bien, si tu voudras bien me transmettre du coup, c'est les coordonnées de ton ami préparateur mental et psychologue dans le karaté, et aussi un ostéopathe. Mhm. Ouais, ça peut être pas mal parce qu'en soi, on peut avoir des mots au niveau du corps, mais ça peut venir aussi du côté mental. Et ça, on C'est le vrai. dit pas assez. Et même des maladies, hein, des maladies, on peut avoir des maladies très graves liées au mental parce qu'on fait une dépression, parce qu'on est toujours dans le stress. Et c'est vrai que le côté mental, c'est hyper important pour être bien et dans son corps. C'est vrai, c'est une bonne idée. J'avais jamais pensé à un ostéopathe, mais là, Firma, tu m'as donné une très très bonne idée. C'est vrai qu'un ostéopathe peut bien expliquer pas mal de problèmes liés au mental et comment résoudre ça après une consultation et autres. Surtout Parfait, que lui, il parfait. est vraiment très très bon, celui que je connais là. Je me suis fait opérer du dos, des lombaires, et je ne marchais plus, clairement. Lui, grâce à des méthodes barbares et archaïques, m'a permis de remarcher. Et après de passer entre ses mains, j'ai été champion d'Afrique militaire et police. Donc, tu vois, D'accord. comme quoi, hein. Ok. Parfait, parfait. Ok, ben on arrive Firmin du coup à la fin de cet épisode. Est-ce que pour terminer, tu aurais un mot qui pourrait peut-être te définir l'année que tu vas passer, l'année 2025? Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase ou un mantra, quelque chose sur l'instant comme ça là, je viens de sortir ça au dernier moment, hein, j'ai pas écrit à l'improviste, mais est-ce que tu aurais J'en quelque ai, chose à j'en dire, ai un mot ou une peut-être un. phrase? La meilleure forme, c'est de ne pas avoir de forme. Mais ne pas avoir de forme est une forme en soi. D'accord. Ok, un peu Réfléchis. comme ça fait penser à Bruce Lee, ça. Ça fait penser un peu à ce que Bruce C'est Lee dit, like Be water. Water, my friend. Ça fait un Ouais, peu penser à ça. c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ne pas avoir de forme, c'est une forme en Parfait. soi. Mais écoutez, merci en tout cas à tous d'avoir écouté ce podcast et ceux qui vont l'écouter encore ensuite. Merci à Firmin Zoku d'avoir été présent, d'avoir répondu à toutes les questions et de vous avoir peut-être sans doute même apporté pas mal de réponses et par rapport à la préparation mentale, au taekwondo et autres pour la suite. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à Salut. tous. À bientôt. Ciao.